qu'elle va pas trop tarder. Hein. Il n'y a pas de souci. Bon, déjà, bonjour à tous. Alors, il y a déjà quelques visages que je reconnais qui sont passés me voir à mon stand. Avant tout, et pas du tout, c'est pas du tout une posture, c'est pas du tout pour vous flatter, je viens de le dire à l'instant, quel bonheur d'être à Brive. En fait, c'est la première fois pour moi que je viens faire ce salon. Et il y a quelque chose de très particulier parce que je vous cache pas que quand on est auteur, il y a ce côté on va derrière un stand et puis on a toujours un peu la pression. Est-ce qu'on va avoir des visiteurs? Est-ce qu'on va signer? Est-ce qu'on va pas signer? Il faut un peu s'agiter. Alors moi j'ai mis un serre-tête, ça me rend un peu visible, donc ça attire un peu le regard. Mais on sait jamais ce qui va se passer. Et parfois c'est difficile parce qu'il faut vraiment aller chercher. Parfois il y a des lecteurs qui lisent la 4e de couverture, reposent sans un regard. Parfois, c'est l'usine et on a l'impression que ça va très vite et qu'on n'a pas le temps d'échange. Ici, c'est absolument prodigieux. Je pense que je pourrais rester une semaine sans aucun problème. Il n'y a que des échanges, des dialogues, le temps de discuter. Beaucoup, oui, vraiment un espace de parole qui est créé. Donc c'est absolument délicieux parce que quand on est auteur, et je le disais à l'instant à quelqu'un qui vient de me voir, quand on est auteur, on ne sait jamais ce qui se passe. On écrit un livre très seul devant un ordinateur. On ne sait pas bien où vont nos mots. On essaye de donner le meilleur tout en ayant la pression de se dire est-ce que c'est vraiment, est-ce que ma pensée va être comprise, est-ce que je vais réussir à la transmettre. C'est d'autant plus troublant en fait parce que c'est pas comme une salle de classe où on a le retour direct. Quand on écrit, on sait pas. Donc un immense merci de prendre ce temps-là en fait et de prendre le temps d'échanger. Oui, bien sûr. Donc, mais je peux déjà leur raconter un petit peu parce que peut-être que tout le monde ne sait pas exactement. Donc moi, je m'appelle Marie Robert. J'ai plusieurs casquettes dans la vie. Je suis d'abord professeure de philosophie, c'est mon métier à l'origine. Alors professeure de philosophie d'abord à la fac, puis professeure de philosophie au lycée. Puis après le lycée, j'ai eu envie d'avoir des élèves encore un peu plus jeunes. Et donc j'ai créé 3 écoles Montessori. Une à Marseille, une à Paris, une à Clichy. Avec la perspective, pas du tout de m'opposer au public, loin de là. Pour moi, l'école de la République, c'est fondamental, mais plutôt pour la perspective d'ouvrir des laboratoires, en fait, pédagogiques. Parce que je crois que le socle de tout aujourd'hui, et alors je suis ravie parce qu'à Brive, j'ai eu plein de profs, donc c'est merveilleux, plein de profs, des infirmiers, des aides-soignants et des profs. Donc les plus beaux métiers du monde, des accompagnants dans tous les sens du terme. Et en fait, j'avais envie de montrer qu'on pouvait pratiquer, enseigner autrement, que l'enjeu éducatif aujourd'hui, il est absolument fondamental. Donc mon premier métier, c'est la transmission, c'est l'enseignement. Le deuxième, c'est indirectement justement cet entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire de créer des écoles, qu'est-ce que ça suppose comme vertige quotidien, parce qu'il y a une différence entre enseigner et tout d'un coup accompagner des équipes. On parle beaucoup de la bienveillance à l'égard des enfants, mais la bienveillance à l'égard de ceux qui leur transmettent, c'est fondamental aussi. Et puis le troisième espace, c'est un espace de transmission un peu plus large. Alors que ce soit des podcasts, que ce soit des posts sur Instagram ou que ce soit des livres. Parce que je crois que la philosophie est une matière qui bien souvent fait peur, qui bien souvent paraît très élitiste, très rigide. Beaucoup de gens n'osent pas plonger dans la philo. C'est d'ailleurs toujours assez amusant de voir que dans les librairies, le rayon roman est toujours un endroit un peu joyeux. Les gens regardent, les gens osent, les gens savent très bien ce qu'ils vont choisir. Au rayon philo, il y a un silence de cathédrale et on n'ose pas tout à fait attraper parce qu'on ne sait pas quoi faire. Donc moi, j'avais envie, dans ce travail de transmission, d'être une passerelle, vraiment. C'est pas du tout de s'arrêter à mes livres, loin de là. C'est plutôt de faire des livres qui donnent envie de continuer, d'être le petit coup de pouce nécessaire pour se dire moi je vais peut-être oser. J'ai peut-être osé ouvrir un livre d'Hannah Arendt, aussi difficile soit son texte. Je vais peut-être oser aller puiser dans d'autres philosophies. Donc vraiment cet espace de transmission. Donc en fait mes 2 premiers livres étaient totalement dans cette démarche. Ils s'appelaient « Kant, tu ne sais plus quoi faire, il reste la philo ». Et Descartes pour les jours de doute. Je vous laisse rire et apprécier mes jeux de mots, n'hésitez pas. Et puis, dans le temps, les 2 livres suivants sont... Donc là, c'était 12 situations de la vie quotidienne et 12 regards philosophiques pour y répondre.
Et puis je me suis rendu compte, en les écrivant, à chaque fois, il y avait une petite partie narration et une partie où il y avait le regard du philosophe. Et je me suis rendu compte que ce que je préférais écrire, c'était de la fiction. C'était la partie roman, la partie récit. Donc l'année dernière, alors qu'on était en plein confinement, j'ai commencé à écrire un roman philosophique de voyage. Alors il faut vous imaginez le temps que j'ai passé sur Google Maps en étant immobile en plein confinement. Donc je me baladais dans Florence, je me baladais dans Cordoue, dans Athènes, je cherchais des adresses. Et j'avais envie d'écrire dans ces romans philosophiques, de prendre comme point de départ, ça s'appelle Le voyage de Pénélope. Je raconte pas tout, je m'arrête. Non mais vous voyez, j'étais partie, je pouvais tenir 6 heures. Ils ont... Bon, je ne raconte pas tout, donc je vais vous raconter le voyage de Pénélope, mais visiblement pas tout de suite. On vous entend pas bien, vous voyez, on n'a pas envie de me couper. Non plus. Allô ? Voilà. Vous êtes parfaite. Franchement, je crois que je vais démissionner. Vous faites ça très bien. Bonjour Marie. Je suis juste prof. Bonjour Marie, merci d'avoir assuré. Excusez-moi à tous pour le retard. Je viens de l'autre bout de la foire où j'animais une autre rencontre. Donc voilà, je ne vous ai guère oublié, vous vous en doutez. Donc Marie, est-ce que vous avez déjà parcouru votre biographie ou Totalement. Je reviens sur les prémices? Ça commence un 30 décembre 1985. Mes parents sont là, mon frère aussi. Donc oh là là, vous vous mettez la pression. Donc je ne dois pas rappeler votre parcours, vous l'avez fait. Je pense qu'ils ont compris. Alors on va revenir à l'enfance néanmoins, puisque ce livre nous parle de plusieurs naissances. Ah non, mais j'ai pas raconté le voyage de Pénélope, vous ne pouvez pas encore raconter celui-ci. On va en parler. Alors, vous dédiez ce livre-ci justement à vos naissances. Vous l'écrivez à nos naissances. Que savez-vous de la vôtre? Donc, il y a au pire la famille qui pourra assurer. Et est-ce qu'on peut renaître plusieurs fois dans une vie? C'est une jolie question. Alors, qu'est-ce que je sais de ma naissance? Je ne sais pas, c'est toujours délicat de savoir quoi que ce soit de son contexte de naissance, évidemment que je le connais, mais je crois que le plus important à transmettre, c'est que je suis née dans un foyer où on m'a donné le plus important, le plus indispensable, le plus essentiel, et la seule chose qui compte dans la vie, c'est un amour infini. Et je crois que c'est cette capacité d'amour inconditionnel qui est la plus belle transmission qu'on peut donner. Ça ne veut pas dire que le reste compte pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des étapes, mais naître dans un foyer avec des parents et un grand frère qui m'ont donné vraiment cette enveloppe, en fait, cette réassurance permanente, ce socle qui permet absolument tout, donc un socle d'amour. Et je crois que quand on a ce socle-là, eh bien justement, on peut renaître, on peut se réinventer. Moi, j'ai toujours envie de raconter des personnages qui se redessinent au fil du temps. Je ne crois pas du tout qu'on ait une vie homogène, qu'on ait une vie linéaire, qu'on soit toujours les mêmes à tout instant de notre vie. Au contraire, mon premier livre, c'était quelqu'un qui va de crise en crise, et l'histoire de la pensée est la même. Ce livre, c'est aussi quelqu'un qui s'ajuste, qui ose. Donc la renaissance, on l'a, mais on se l'autorise aussi. Et comment on se l'autorise? Eh bien, en ayant reçu en fait un regard de confiance et un regard d'amour. Alors si on ne l'a pas eu, évidemment que c'est un peu plus difficile, mais je crois qu'on peut soi-même se regarder avec amour et avec confiance. Alors, c'est pas simple, ça se travaille, c'est pas toujours évident, mais je crois qu'on peut y arriver, on peut y parvenir, et c'est aussi ce récit initiatique que j'ai envie de transmettre. Est-ce qu'à l'instar de Pénélope, vous teniez vous aussi un journal quand vous étiez peut-être adolescente pour voir se dessiner le présent? Est-ce que justement cet amour de l'écriture est déjà né très tôt chez vous? Alors oui, cet amour de l'écriture est né très tôt, mais je crois qu'avant l'écriture, il y a eu l'amour de la lecture. Ça aussi, c'est un partage familial fondamental. On a toujours partagé des livres, on m'a toujours lu beaucoup d'histoires. Donc je crois alors l'un ne va pas forcément avec l'autre, mais je crois qu'on a envie aussi d'écrire parce qu'on aime les mots, parce qu'on aime les écrits.
Moi, j'écrivais, j'ai toujours pris plaisir à écrire, mais la pratique d'écriture quotidienne, elle est finalement née en ayant le support d'Instagram. Alors, vous voyez, les réseaux sociaux sont le meilleur comme le pire, mais je suis convaincue que c'est un outil et qu'on en fait ce qu'on en veut. Et moi, tous les matins, je poste à peu près à 7h, parfois 7h10, quand c'est la grasse mat. Je poste 2000 signes. C'est intéressant parce que c'est un espace de contrainte. 2000 signes, ça fait un gros paragraphe. C'est à peu près une demi-page. C'est une demi-page, oui, exactement. Avec l'idée vraiment en me réveillant de me dire, OK, par quoi je suis traversée ? Il y a des gens qui méditent, il y a des gens qui font des prières, il y a des gens qui s'arrêtent un instant pour respirer. Moi, ma pratique en fait de reconnexion, de comment je me situe dans le monde, elle est de me dire, bon bah là, en me réveillant, qu'est-ce qui vient ? Est-ce que c'est un mot ? Est-ce que c'est une image ? Est-ce que c'est une anecdote ? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai vécu dans les jours précédents ? Et donc j'écris 2000 signes sur mon téléphone. Alors je vois plus très bien de cet œil-là, donc la démarche n'est pas très très facile, mais bon, j'arrive à peu près à le faire. Et donc j'écris ces 2000 signes et je les dépose là. Et à l'origine, c'était presque une pratique comme un journal en fait. Je les dépose. Et le support Instagram, je trouvais ça amusant dans quelque chose d'image ou quelque chose où on passe très vite. Eh bien, je trouvais ça amusant de remettre du contenu, de remettre des mots et de dire, bah, après tout, à nous d'en faire ce qu'on a envie de faire, en fait. On n'est pas juste obligé de faire défiler en étant complètement morne et plat. On peut le déposer là. Et en fait, ça a été bouleversant, et vraiment bouleversant. Et il y en a beaucoup qui sont venus me voir aussi aujourd'hui pour ça, de dire, bah, ces 2000 signes, ils sont lus, en fait. Et d'autres s'approprient les mots. Et d'autres, ils voient une universalité. Et d'autres me disent « Oh là là, mais je suis hyper touchée. Bah, moi, c'est la première chose que je fais le matin. » Et c'est vraiment extrêmement émouvant. Parce qu'on me demande souvent la différence entre le « qui suis-je » et le « qui sommes-nous », enfin, entre la philo et la psycho. Et je réponds toujours bah, la psycho, c'est « qui suis-je », la philo, c'est « qui sommes-nous ». Alors, il y aurait 1000 autres distinctions à faire. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qui sommes-nous. Donc, à travers ces mots déposés là, bah, on crée quelque chose d'universel, on crée quelque chose de collectif. Et au fond, c'est ça qui m'intéresse. C'est pas une pratique du journal figée de juste moi, mes pensées. C'est comment mes pensées peuvent devenir les pensées aussi des autres et se répondre et de fil en aiguille, on tisse quelque chose. Et dans un monde qui est de plus en plus individualiste, qui est de plus en plus cloisonné, bah, c'est juste très émouvant. Est-ce que vous étiez déjà une enfant, une adolescente curieuse de tout, qui voulait savoir et comprendre ? Ça, va falloir passer vraiment le micro à mes parents et à mon frère. Mais je pense que oui, en tout cas, je pense que j'ai toujours, d'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours voulu être prof. De quoi, je ne sais pas. Ça, c'est venu plus tard en découvrant la philo, mais j'ai toujours voulu transmettre. C'est-à-dire que dès que j'apprenais quelque chose, j'avais envie de le transmettre pour que ça circule. Donc c'est quelque chose de très, très obsessionnel. Hein, donc le besoin de transmission, le besoin de dire... Hein, donc j'ai une fascination pour le savoir. Pourquoi ce nom philosophie sexy sur Instagram ? Juste, alors c'était l'anecdote, mais le sexy pour moi, parce qu'il n'y a rien de plus attractif que le savoir. Il n'y a rien de plus séduisant qu'apprendre en fait. Et apprendre est une joie, apprendre est une audace, apprendre est une liberté, apprendre est un pouvoir. Et pourquoi aujourd'hui je suis extrêmement admirative des professeurs, je suis extrêmement admirative de tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, font circuler le savoir, parce qu'évidemment que ça nous aligne, évidemment qu'on se sent plus ancré, évidemment qu'on a moins peur. Pour moi, le savoir, c'est non seulement la curiosité, l'envie, l'étonnement, l'envie de comprendre le monde qui nous entoure, mais pour moi, le savoir, c'est aussi le meilleur remède à l'angoisse, en fait. Fondamentalement, je crois que je suis aussi curieuse qu'angoissée et que moi, ma manière de résister à l'angoisse, c'est de dire allons regarder ce qui se passe, posons-nous des questions. Quand on a peur de quelque chose, allons-y les yeux grands ouverts et essayons en fait de décortiquer. Et le savoir nous permet de nous réancrer, de nous réaligner, de nous rendre compte que peut-être que tout ne va pas s'arrêter tout de suite. Donc je crois que c'est aussi... C'est effectivement, c'est venu très tôt. Et d'ailleurs, moi, je fais beaucoup d'ateliers philo pour des enfants dès 4 ans et demi, 5 ans. Et on voit que c'est un âge où on est déjà métaphysique, en fait. On n'attend pas du tout la terminale, en fait, pour se poser des questions philosophiques, voire même, c'est pas l'année où on s'en pose le plus.
Mais souvent, à 4-5 ans, moi je vois dans nos écoles, il y a tellement d'enfants qui ont des questionnements sur la mort, sur le désir. Ça, j'ai cru que ça m'avait censuré. C'est une mouche philosophe. C'est une mouche philosophe. Le désir, la liberté, voilà, cette mouche, l'animalité. Donc évidemment que c'est né sans doute très tôt chez moi, mais je crois que plus généralement, la curiosité, quand on lui laisse un espace, et chez tout le monde en fait. Il y a bien sûr qu'il y a des natures plus ou moins curieuses, mais en fait, je crois que si on nous laissait être curieux, si on ouvre cet espace à tout le monde, et ben, dès l'enfance, on l'est. Pourquoi est-ce que la philosophie est justement l'outil par excellence pour comprendre, pour avoir accès à ce savoir, à cette compréhension, et non pas peut-être pour nous apporter des réponses, mais pour susciter encore plus de questions? Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que pourquoi la philosophie? Mais parce qu'en fait, la philosophie est un pourquoi qui est posé sur absolument tout. C'est ça qui est d'ailleurs extrêmement beau, et on en parlait tout à l'heure, j'en parlais avec un des lecteurs, il y a de la philosophie de l'art, il y a de la philosophie politique, il y a de la métaphysique, il y a de la philosophie des sciences, il y a de la philosophie du langage. En fait, la philosophie, c'est ce regard en fait, qui est posé sur les choses. Et je sais que ça paraît extrêmement démagogique, mais je crois que dès lors qu'on s'interroge, on est déjà dans une démarche philosophique. Bien sûr qu'on n'est pas prof de philo, bien sûr qu'on ne devient pas chercheur en 3 secondes, c'est pas du tout la promesse. Mais dès lors qu'on décide d'analyser, de décortiquer, de se poser des questions, de se dire qui suis-je, où vais-je, pourquoi les choses fonctionnent comme elles fonctionnent, eh bien on est déjà dans une pratique philosophique. Et ce personnage de Pénélope, elle n'est pas du tout philosophe à la base. Elle découvre la philo à Athènes et en fait elle se rend compte que la philo va être un support dans sa vie, non pas un support effectivement de réponse, parce qu'à la différence du développement personnel, ça ne nous donne pas une méthode en fait, mais un support de questions. Et que si on affronte les questions, et ben en fait il y a un moment où les réponses se dessinent, ou à défaut des réponses, où l'action se dessine. Parce qu'une des choses les plus importantes pour moi, en tout cas dans ma manière de le percevoir, et dans ce que j'avais envie de transmettre dans les livres, c'est se penser sa vie, vivre sa pensée. C'est-à-dire c'est ce va-et-vient entre la pensée pour articuler son action. C'est pas juste la pensée élitiste, abstraite, prétentieuse, un peu déconnectée de tout, mais au contraire, c'est je pense pour que mon action me semble plus juste, qu'elle me ressemble, que je me sente plus ancrée dans ce que je suis en train de faire. Donc c'est ce va-et-vient permanent entre la réflexion et l'action. La philosophie est un mot qui parfois peut faire peur, que ce soit pour les petits ou les grands. En quoi est-ce que vous essayez justement, à travers votre enseignement, à travers vos romans aussi, de la rendre accessible, et j'ai envie de dire aussi de nous encourager à mettre les mains dans le cambouis de la philosophie. J'adore cette expression. Pour le cambouis existentiel, pour affronter nos peurs et nos rêves. Mais parce que justement, je crois que la philosophie, on en a tous une image. Une fois, je l'ai dit dans un des podcasts, souvent les élèves, quand on leur demande qu'est-ce qu'un philosophe, c'est un homme très vieux, barbu et un peu autoritaire. Bon, il va falloir quand même se dire qu'il n'y a pas que cette perspective-là, qu'il n'y a pas qu'un élitisme, qu'il n'y a pas qu'un entre-soi, qu'il n'y a pas qu'une tour d'ivoire. Bien sûr que c'est important d'encourager la recherche philosophique, l'expertise, l'expérience, mais c'est aussi important de donner envie, comme je le disais tout à l'heure, d'être une passerelle. Alors évidemment que sans doute qu'il y a une partie, mes livres participent à cette vulgarisation, mais dans le bon sens du terme, dans le sens de rendre une accessibilité pour peut-être donner envie. Moi, j'intègre les philosophes dans un récit parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai la conviction que dans un roman, on peut aborder plein de notions philosophiques sans s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'on les aborde d'une façon qui paraît peut-être plus souple, plus familière, plus appropriée. Il y en a beaucoup qui se souviennent du Monde de Sophie, c'était la démarche. Évidemment, c'est dans cette continuité-là, même si Pénélope est beaucoup plus contemporaine, beaucoup plus ancrée dans des problématiques qu'on traverse nous aujourd'hui. Mais j'avais vraiment envie de montrer que ces pensées, on peut les mettre dans notre quotidien. Et que ça ne voulait pas dire qu'ensuite, on n'allait pas plonger dans le texte. Et que le texte, la philosophie, oui, c'est aride, oui, c'est compliqué, mais quand on se sent la capacité d'oser et de relire un paragraphe peut-être une fois, 12 fois, on ose le faire quand on est déjà un peu armé.
Donc moi, c'est pour ça que je le vis comme un tremplin, comme une traductrice. Il y a des gens qui s'arrêteront évidemment à ça, mais il y a des gens qui iront plus loin et qui oseront découvrir ce qu'ils n'avaient pas encore découvert. Donc de ce point de vue-là, c'est vraiment l'idée d'accessibilité, évidemment. Et l'accessibilité, à mon sens, passe encore plus par la narration. Dans votre livre, vous essayez justement de faire en sorte que l'héroïne entre en contact avec elle-même à travers ce voyage initiatique qu'elle va faire. En quoi est-ce que l'écriture d'un livre comme celui-ci peut aussi vous offrir ce contact avec vous-même, comme le cite Appelfeld, que vous mettez, Aaron Appelfeld, que vous mettez en exergue de ce livre? Mais non, mais en fait, c'est complètement quand même... Enfin, je ne sais pas si certains dans la salle, vous avez une démarche d'écriture. Mais en fait, c'est quand même très particulier, l'écriture, parce que bien sûr, alors moi, j'écris mon architecture au brouillon sur un cahier, donc je sais à peu près la ville, je sais à peu près les auteurs philosophiques, je sais à peu près les personnages que j'ai envie de mettre à ce moment-là dans chaque chapitre. Mais une fois qu'on pose les doigts sur le clavier, il se passe quand même des choses, vraiment un jaillissement, en fait. Il y a des choses qui, tout d'un coup, surgissent. Et vraiment, par moments, je me dis « Ah, mais tiens !» Ok, ce personnage-là apparaît. Et c'est très singulier, et c'est pour ça qu'il faut se lancer. C'est pour ça que si vous avez envie d'écrire, il faut oser écrire, parce qu'on ne sait jamais ce qu'on va écrire avant d'écrire. Et c'est très intéressant de voir ce qui tout d'un coup apparaît. C'est très intéressant de voir qu'on n'avait pas l'impression d'avoir mis totalement de côté cette idée, et que pourtant elle revient, et que pourtant elle revient dans ce personnage-là. Et que sans doute si elle revient, c'est qu'elle a quelque chose à nous dire. Donc, c'est une observation de soi. On a l'impression souvent, en fait, c'est très difficile. On dit beaucoup être soi-même, etc. Mais comment apprendre à se connaître? Enfin, franchement, je sais pas toujours ce que ça veut dire d'ailleurs être soi-même. Et puis, c'est quand même pas simple. Donc, on est soi-même en expérimentant. Et l'écriture est une exploration. L'écriture est une expérience, en fait. Donc, c'est pour ça que, voilà, laissez les doigts sur le clavier. Votre héroïne, elle va aussi s'explorer à travers de plusieurs façons. C'est vrai que quand on pense au prénom de Pénélope, il n'est évidemment pas anodin, puisque c'est cette figure inspirante et parfois, j'ai envie de dire, sous-estimée de l'Odyssée. C'est le moins qu'on puisse dire. On a aussi plutôt l'image d'une femme qui est dans l'éternelle attente, qui est en train de tricoter pendant que son homme rentre à la maison, alors qu'ici, au contraire, vous en faites, comme vous le disiez, une femme d'aujourd'hui, une femme active de 35 ans. À quelle Odyssée est-ce que vous diriez qu'elle va se livrer ? C'est une double odyssée, en fait. C'est la rencontre avec elle-même, et puis c'est la rencontre avec l'histoire de la pensée, dans le temps et dans l'espace. Donc c'est vraiment... L'Odyssée est totalement en parallèle. Dans le voyage de Pénélope, le point de départ que j'ai eu en tête, j'ai commencé avec une question. À chaque fois, je commence mes livres avec une grande question. Je ne sais pas trop la manière dont après je l'explore, mais j'ai une grande question. Et là, c'était que se passe-t-il quand on quitte son port d'attache ? Que se serait-il passé dans l'histoire si Pénélope, au lieu d'attendre et tricoter, détricoter jour et nuit, était partie ? Il y a vraiment... Et je crois que même symboliquement, le point de départ du voyage de Pénélope, vit une rupture avec son compagnon, mais elle rompt aussi avec sa ville, avec son travail. Mais ça peut être une rupture symbolique. Je crois qu'il y a plein de moments dans notre vie où on doit rompre avec certaines choses, que ce soit des individus, que ce soit avec un lieu, que ce soit avec des habitudes. On se définit aussi à travers ces ruptures, à travers ce à quoi on dit non. Et donc, et c'est jamais un passage évident, hein, mais en tout cas, c'est un passage transformatif. Donc, Pénélope s'affranchit au fil du premier livre, elle s'affranchit de plus en plus, elle se dessine. Donc ça, c'est son odyssée personnelle. Mais elle découvre aussi des villes qui ont fait l'histoire de la philo, donc Athènes, Cordoue pour la philo du Moyen-Âge, la scolastique, Florence pour la philosophie de la Renaissance, Amsterdam, Berlin. Donc elle voyage parce que je voulais aussi montrer que même l'histoire de la pensée s'était faite de crise en crise. Donc c'est vraiment aussi une odyssée à travers tout ce qui nous a porté. Et dans le second, la question de départ, c'est à quoi donne-t-on naissance ? Parce qu'après avoir laissé Pénélope fuir, il faut bâtir. Donc les deux livres se livrent de manière totalement indépendante, mais répondent à deux temps en fait. D'un côté, effectivement, ce besoin de partir et d'interroger et de douter, et de l'autre, ce besoin de bâtir, de construire, puis d'y aller. Il y a aussi cette question finalement à travers elle qu'on se pose tous un jour ou l'autre dans la vie. Est-ce qu'on peut passer
à côté de sa propre vie à cause de ses peurs, à cause de ces deuils que vous évoquiez et qu'on n'arrive pas forcément à faire? Alors, sans doute qu'on peut passer à côté de sa propre vie, mais toujours est-il que si on se pose cette question-là, c'est qu'on a déjà la porte qui est désignée, en fait. Je crois que si on se dit « est-ce que je suis en train de passer de ma vie ?», la réponse, elle s'affiche devant nous. Donc, ce qui est le plus difficile, c'est de se faire suffisamment confiance pour se dire oser. Mais c'est comme ça pour tout dans la vie. Je vais reprendre mon expérience de professeur à une échelle totalement différente. Mais combien d'élèves préfèrent ne pas rendre une copie que prendre le risque de rendre une copie qui n'est pas terrible? Mais en fait, le problème, c'est que si on n'est pas dans ce faire, si on n'est pas dans cette action, c'est là où on passe à côté. Donc, mieux vaut se dire essayez, rater, essayez encore, rater mieux. Plutôt effectivement que de rester statique. Je crois que quand on reste statique, et c'est toujours le voyageur perdu en forêt de Descartes, il y a un moment, il faut choisir un chemin et puis s'y tenir. Et peut-être que ce chemin sera broussailleux, peut-être que ce chemin sera plein de gadous, peut-être qu'il y aura des arbres, peut-être qu'il y aura plein de trucs pas terribles, mais toujours est-il qu'on avancera. Donc vraiment, de toute façon, le vent se lève, il faut tenter de vivre. Encore une fois. C'est valable aussi pour l'amour que vous abordez dans ce livre, puisque vous le disiez, c'est une femme qui a connu une rupture. Or, vous écrivez qu'on a une vision contradictoire de l'amour. Tout le monde rêve du grand amour avec un grand A. Or, l'amour veut à la fois l'intensité sans le risque, sans la vie quotidienne, sans la mort. Or, pourquoi on ne peut pas l'avoir comme cela ? Mais parce que, et c'est pour ça d'ailleurs, je parle de l'amour, mais le reste du livre a ces thématiques-là. En fait, moi, il y a deux moments qui m'intéressent profondément. C'est la naissance, la mort. Et c'est pareil pour Eros et Thanatos, l'amour et la perspective de la fin. En fait, tout ce à quoi on tient est voué à une perte. Et c'est ça qui fait qu'on a aussi de l'intensité. C'est parce que nous sommes mortels que notre vie prend un sens. Et c'est parce que l'amour est un risque de souffrir, de perdre, de s'abîmer, qu'il est aussi précieux. Donc on est toujours dans ce va-et-vient et c'est pas simple et c'est générateur d'angoisse folle, mais quelle beauté aussi, quelle préciosité, quelle intensité en fait. Je crois que si on veut... L'autre jour, justement l'autre matin, j'écrivais sur l'amplitude parce qu'on parle toujours du haut et du bas, mais en fait il y a les côtés, il y a les alentours... Et je nous souhaite une vie dans l'amplitude. Alors évidemment, ce ne sera pas toujours de tout repos. Et c'est très dur quand on est dans une période où c'est une période moins bien. Mais en même temps, c'est à ce prix-là qu'on se sent vivant. Aujourd'hui, tout le monde on entend beaucoup la quête de sens, le besoin de sens. Mais le besoin de sens, il est aussi parce qu'il y a un risque. Il est aussi parce que, bien sûr que quand on aime des gens, on a peur de les perdre. Bien sûr que c'est terrorisant, et j'en parle quasiment une fois par jour, de se dire qu'un jour, on enterrera les gens qu'on aime. C'est invivable. Mais c'est aussi parce qu'il y a ce danger-là, cet écueil-là, qu'on peut leur dire à quel point on les aime, à quel point ils sont précieux, à quel point on a besoin d'eux. Donc je vais pleurer, donc je vais arrêter, mais... Ils ont compris le message. Oui, je crois qu'ils le savent bien. Il y a une autre thématique que vous abordez. À l'instar de l'amour, on croit que la liberté est toujours acquise. Or, vous posez cette question, que faisons-nous de la liberté ? Pourquoi ? Parce que je trouvais que c'était une question intéressante, et d'autant plus après les 2 ans qu'on vient de traverser, quand même. Peut-être, alors il y a d'autres circonstances, mais on s'est rendu compte ce que c'était qu'avoir moins de liberté. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'en avait pas. Il faut aussi remettre un peu dans un contexte. Mais on en avait beaucoup moins, en fait. Tout d'un coup, rentrer chez nous à 18h, voire même ne pas pouvoir sortir de chez nous, c'est vertigineux. Et tout d'un coup, on s'est rendu compte, justement, qu'est-ce que ça signifie être libre ? Qu'est-ce qu'on en fait au quotidien ? Parce que dès qu'on réouvre, dès qu'on a moins d'interdictions, ça y est, on reprend le fil du quotidien et on trouve ça tout à fait normal. Et donc, je voulais quand même qu'on s'arrête un instant et se dire, mais qu'est-ce qu'on en fait, en fait ? Qu'est-ce qu'on agit ? Parce qu'on est tellement pris dans un monde d'accélération, on est tellement pris dans un monde d'habitude, dans un monde d'immédiateté. On va, on se brosse les dents, on prend sa douche, on y va, on file. Mais est-ce que ça nous correspond ? Est-ce que c'est ça qu'on a envie de faire ? Est-ce que c'est là où on se sent complètement exister ? Est-ce que c'est là où on a l'impression qu'on est à la juste place ? Est-ce que
Donc remettre juste un questionnement. Et ça ne veut pas dire qu'on va répondre non et tout envoyer promener, pas du tout. C'est juste se remettre un peu en perspective que c'est quand même un peu incroyable d'avoir cette possibilité-là. Et pareil, hein, c'est pas du tout une posture, mais moi je trouve ça un peu incroyable d'être là. Là, on a la possibilité un samedi d'être à Brive, de faire une rencontre où on parle de philo, on a la possibilité d'acheter des livres, on a la possibilité d'avoir des échanges ensemble. Enfin, mettons un peu en perspective à quel point c'est fou d'avoir ça, cette liberté-là. Et donc, comment on remet en fait ce questionnement et cette lucidité en fait sur notre quotidien? Dernière question, est-ce que, contrairement à Darwin, vous pensez que chaque forme de vie est une invention et une création originale? Et si oui, comment est-ce que vous l'appliquez à vous-même, Marie? Alors, je ne vais pas contrarier Darwin tout de suite, ici, maintenant, mais en tout cas, oui, je crois, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, et j'en ai parlé avec une d'entre vous, j'ai fait un podcast sur l'identité il y a quelques mois, et j'aime beaucoup l'idée d'identité narrative. J'aime beaucoup l'idée de se dire que le qui suis-je, c'est pas tellement ce qu'on est physiquement, c'est pas tellement ce qu'on est moralement, c'est pas uniquement nos parents, notre lieu de naissance, mais c'est qu'est-ce qu'on a envie de raconter sur nous, qui on a envie d'être. Et ça, c'est une immense liberté que se poser cette question. Comment avez-vous envie de vous raconter? Et bien sûr qu'on est tous une création originale de ce point de vue-là, et peut-être que si je vous tends le micro, vous allez vous raconter d'une certaine manière aujourd'hui. Peut-être que si on se revoit dans un an, ce sera autrement. Et on a toujours cette possibilité. Ça ne veut pas dire mentir. Ça veut dire qu'on a toujours la possibilité de choisir un autre récit. Et c'est peut-être ça, l'accessibilité de notre évolution. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas changer, évidemment. Il y a plein de contraintes dont la vie est faite. Mais il y a une manière de se le raconter qui est complètement ça qui nous appartient. Et donc j'invite beaucoup à choisir un récit de soi qui soit peut-être celui qui nous convient le plus. Eh bien, moi, je vous invite à faire la même chose et à plonger aussi au cœur de ce livre qui nous montre comment cette femme se raconte et essaye de se vivre. Merci beaucoup, Marie Robert, beaucoup. Et merci à vous pour votre attention. Merci.